donc chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, va nous parler sous un thème qui m'interroge, assurance et intelligence artificielle, pour ensuite que mon confrère Cédric Dubuc nous parle de tiers de confiance, blockchain et stratégie de régulation. Je vous laisse la parole. Merci. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'ai entendu énormément d'interventions particulièrement intéressantes. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais intervenir sur la question de l'assurance et de l'intelligence artificielle. Et je précise rapidement, je présenterai 2 points. Le premier va se concentrer sur le fait de savoir, et je serai assez rapide là-dessus parce qu'on a pas mal abordé la question de l'usage de l'IA. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire et proposer dans le monde de l'assurance? Et est-ce que l'intelligence artificielle présente des risques? On a déjà eu des réponses aujourd'hui. Si oui, est-ce qu'on peut les assurer? Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'indemniser et de prévoir les effets soit néfastes, soit les effets parfois trop performants, je reviendrai dessus, de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle de l'assurance et l'assurance de l'intelligence artificielle. J'ai entendu ce matin les bases de données que Google avait. C'est un très bon exemple. Aujourd'hui, la valorisation de Google, principalement, va se faire sur ces données. Si elles se font dérober, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu aussi des tas de références au petit déjeuner, au déjeuner du juge, etc. Et ça, c'est l'exemple même que les juristes connaissent bien ce sujet depuis très longtemps, parce que la question de mobiliser ces méthodes-là de la part des juristes commence en fait dans les années 20 aux États-Unis. Les premiers papiers sont ceux de Thorsten Selin sur les études de sentencing en 1920. Le petit déjeuner du juge, ça commence en fait avec un papier de Richard Queeny, l'une des figures du système pénal états-unien les plus provocatrices. En 2011, on a l'étude sur le petit déjeuner et en 2015, l'étude sur le déjeuner. D'autres en 2021 ont fait sur le dîner. Chacun s'amuse comme il peut chez les juristes. Dans cette présentation, j'ai entendu parler aussi tout au long de la journée de technophobie, de technophilie. J'essaierai juste d'être technolucide. On ne reviendra pas au papier et au crayon. Ça, c'est mort. Donc tout ça, ça arrive. La question, c'est pas de savoir s'il va y avoir des sinistres, mais quand. On l'a vu avec le logiciel Compass, il y a des prises de position qui peuvent être différentes, c'est la beauté de la controverse. Donc j'ai un avis totalement différent qui rejoint plutôt celui de Mathieu Martin. Non pas que Compass était un algorithme défaillant, mais qui marchait trop bien. Parce que Compass a en fait reproduit le jeu de données qu'on lui a donné. Donc vouloir utiliser l'intelligence artificielle, on parle de véhicules autonomes, on parle de système judiciaire, c'est aussi partir du principe que les jeux de données que l'on peut lui produire, lui donner à la machine, ne sont pas biaisés. Que les jeux de données sont en fait le modèle judiciaire dont on voudrait voir se répandre pour les 100 années à venir sans intervention humaine. Le jeu de données qui nous permettrait d'avoir ce qu'on peut appeler une sorte de scalabilité, donc le fait de pouvoir déployer ces solutions-là à très grande échelle. Moi, je ne suis pas certain que les jeux de données soient si neutres que cela. Et j'ai un biais, hein, et chacun a son propre biais. Moi, je traite essentiellement du droit pénal, donc c'est la matière à laquelle je fais souvent référence. Quand on voit les origines et les raisons de création de la prison, les doubles canaux, le canal judiciaire et le canal administratif, pour parfois les mêmes éléments matériels d'infraction, on comprend que la justice pénale et le système pénal ne s'adressent pas à tout le monde de la même manière. Donc, il va y avoir évidemment des dérives. Et j'en finis là-dessus, mais c'est pour mieux préparer la présentation. On a aussi bien parlé de statistiques que d'intelligence artificielle. En fait, dans l'histoire des sciences, j'essaierai d'être rapide là-dessus. Pendant longtemps, l'intelligence artificielle s'est opposée aux statistiques. On avait d'un côté la statistique qu'aujourd'hui on appelle traditionnelle, d'un autre côté le machine learning, tout ce qui est du domaine de l'IA, etc. Je ne pense pas que le renouveau de l'IA, là qu'on est en train de vivre, vienne du big data, puisque ce big data, on l'avait depuis plus de 30 ans dans certains domaines, mais on ne pouvait rien faire des données parce qu'on ne pouvait pas les traiter. Donc on a aussi bien les capacités techniques que l'ouverture de certaines données qui ont pu expliquer le nouvel élan qu'a eu la question de l'intelligence artificielle. Et au fur et à mesure que les années ont passé,
Cette frontière entre statistique et intelligence artificielle n'est plus tellement, n'existe plus vraiment. On a du mal aujourd'hui à déterminer ce qui est de la stat, ce qui est de l'IA. On sait juste que l'IA est une sorte d'expression, ce n'est pas une science, ce n'est pas vraiment un concept. On ne s'entendra pas entre différents champs scientifiques puisqu'on ne reçoit pas le concept au travers des notions qu'on connaît déjà pour l'interpréter. La question de l'intelligence chez le philosophe ou le logicien qui était Turing n'est pas celle du juriste positiviste, elle n'est pas celle du philosophe. Et il suffit d'assister à un colloque avec un sociologue et un juriste pour se rendre compte de comme les concepts peuvent être différemment compris. L'intelligence artificielle, c'est là où je veux en venir, c'est qu'elle est dans le monde de l'assurance depuis des décennies. Lorsqu'on va voir un assureur, lorsqu'on va voir un actuaire, lorsqu'on va voir une banque, on ne lui apprend rien quand on lui explique une approche par les risques avec un ordinateur. On ne lui apprend rien avec les formules qu'on lui présente. Il fait ça depuis des années pour calculer les primes d'assurance, pour calculer la rentabilité de certaines assurances. En matière bancaire, si je prends seulement la question de la conformité bancaire et de la compliance, c'est-à-dire le fait de vérifier que tous les documents et les transactions ne financent ni le blanchiment ni le financement du terrorisme, on commence avec le règlement 9702. Donc on est 5 ans après l'apparition de la première page web, 4 ans après l'apparition du premier mail. Donc c'est ancien quand même. Donc dans les banques, on fait ça aussi depuis des années. Au début, c'était purement de la stats. Petit à petit, on a évolué vers des modèles. Et aujourd'hui, par exemple, en matière bancaire, on monitore l'intégralité des comptes avec 40 schémas. Ces 40 schémas permettent de couvrir 99% des déclarations de soupçons qui sont faites à une autorité qui s'appelle Tracfin. Et aujourd'hui, les déclarations de soupçons sont faites à base de ces outils d'intelligence artificielle, aussi bien des assureurs que des banques, que d'autres organismes. Donc, ils utilisent ça depuis des années. En Belgique aussi, on l'utilise beaucoup en matière de lutte contre les carousels de TVA. En Belgique et en France, les dossiers qui sortent en matière de TVA, c'est parce qu'à un moment, l'un des protagonistes a ouvert une société en Belgique et s'est fait prendre là-bas. On a l'information ici, mais eux, ils ont réduit de 96% leur fraude à la TVA, avec toujours un problème qui est lié au chiffre noir de la délinquance. On sait ce qu'ils ont réduit par rapport à la fraude qui était connue, mais on ne connaît pas le montant global de la fraude. Mais en tout cas, ils font ça depuis 10-15 ans. Donc, ils connaissent bien. En France, on l'utilise aussi en matière de lutte contre la fraude fiscale. Bercy Numérique a créé sur son site internet des rapports et des présentations vraiment très intéressantes. La création du bureau SJCF-ND avec un entrepôt de données qui a été permis, là c'est vrai, avec le Big Data. Big Data en France qu'on a pu créer en matière fiscale parce que les services ont décidé de lâcher un peu de leurs données. Ça, c'est un problème qu'il y avait dans le pays, c'était ce cloisonnement des données entre l'URSSAF, entre la DGFiP, entre les différents organismes sociaux, et on ne croisait pas les données. Et puis les pénalistes connaissent ça depuis 2003, avec les outils d'IBM, Anacrim, Analyst Notebook, Salvac, le fichier d'analyse criminelle, qu'on utilise depuis maintenant près de 20 ans, pour faire des recoupements entre les protagonistes dans les procédures pénales, des éléments que les enquêteurs versent aux magistrats qui diligentent les enquêtes ou qui informent dessus. En assurance, c'est exactement la même chose, je vous en ai parlé, dossier relations clients, donc tout ce qui est dispositif de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. On l'utilise, ça a été dit, dans le monde de l'assurance aussi pour la catégorisation de mails, pour le classement automatique, pour la lecture et l'extraction automatique dans les documents d'information, de ce qu'on appelle des entités nommées, pour savoir dans combien de PDF cette personne apparaît, quel est le sens de ces PDF, etc., etc. Et on l'utilise dans le monde de l'assurance pour détecter de la fraude en temps réel. Il y a eu parfois, je prends des sociétés que je connais en assurance ou en banque à Nice, des périodes où bizarrement tous les bateaux se mettaient à brûler tous les 6 mois avec les mêmes propriétaires, et c'est une méthode d'indemnisation très connue. Mais si la valorisation de Google et de toutes ces sociétés vaut autant d'argent, il va y avoir des risques. Et il y en a aujourd'hui, on est en train de le voir, MMA,
AXA, BMW, Toyota, Ford, tout le monde s'est fait crypto-hacker, enfin s'est fait pirater sur ces 2 dernières années. Donc il y a des risques en termes de cybersécurité, il y a des risques en termes évidemment de dysfonctionnement. Les risques de trop bon fonctionnement, c'est ceux dont je parlais lorsque je disais que certains systèmes comme Compass fonctionnent trop bien parce qu'ils reproduisent à la perfection certains datasets qui sont en fait biaisés par des éléments discriminants. Et puis, il y a des risques en matière de violation RGPD, etc. Les risques, je les passerai très très rapidement. Le sens de mon intervention n'est pas celui de la cybersécurité qu'on appelait avant cybercriminalité. Cybersécurité, ça fait moins peur et ça vend plus. À mesure que les atteintes matérielles diminuent, ça c'est une réalité, on s'expose à des risques cyber. Si on regarde le nombre de braquages à main armée sur 5 ans, ça a quasiment disparu. Le cyber, lui, a explosé. On estime, avec un chiffre noir absolument énorme en criminaux, qu'on est à 1500 milliards pour le coût de la cybercriminalité pour, je compare toujours à ça puisque je vois ça tout le temps dans les tribunaux, 370 milliards pour le trafic de stupéfiants. Donc en fait, le coût de la cyber, c'est au moins 3-4 fois le coût des narcotrafics et des trafics de stupes en général. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. D'abord, si on part du principe totalement faux dans certains cas, mais vrai dans d'autres, qu'il y a une sorte d'analyse du ratio, comme le ferait un assureur, de la part des criminels, de se dire je vais regarder les risques, donc le coût de l'infraction, de me faire prendre et sanctionner, est-ce que ça peut me rapporter? Le cyber est très intéressant. Et donc, aller voler de la donnée dans des entreprises qui ont de gros entrepôts de données, c'est particulièrement lucratif. Si j'arrive à avoir un identifiant suivi du mot de passe d'un compte, par exemple PayPal, sur le Darknet, ça se vend 70 €. 70 €, c'est le prix d'un gramme de cocaïne. C'est plus dangereux de vendre un gramme que de vendre un numéro de compte avec un nom de compte avec un mot de passe. Un numéro de sécurité sociale, c'est 5 €, c'est le prix d'un paquet de cigarettes de contrebande, mais c'est beaucoup moins risqué. Et donc quand on compare comme ça, on comprend que le cyber est extrêmement lucratif, avec assez peu de risques de se faire attraper, pour aussi une autre raison, et c'est une particularité du cyber, c'est cette asymétrie entre la puissance de feu de l'attaquant et la puissance de feu des autorités de poursuite ou d'identification. Aujourd'hui, on est presque plus étonné, même si ça reste toujours choquant, de voir un jeune de 15 ans avec un ordinateur basique mettre à mal une entreprise du CAC 40. Ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres types d'infractions. On a une amélioration constante des moyens cyber, on a des outils qui sont en ligne de façon très, très simplement accessible. Ça, c'est aussi une particularité, une professionnalisation. Il y a eu des arrestations de la part de l'European Cybercrime Center de groupes criminels qui aspiraient de la donnée, la revendaient sur le marché noir, etc., etc. Ils étaient organisés en véritable entreprise. On a des modes opératoires qui peuvent être de plus en plus sophistiqués. Et cette asymétrie dont je vous parlais entre la puissance de feu d'attaque et celle de réception qui se creuse à chaque fois de plus en plus. Parmi ces infractions, on en a une qui est très vieille, mais qui revient sur la scène, qui est le cryptovirus. Les premières infractions crypto, c'est les années 90, c'est les travaux de Rives, de Shamir, d'Adelman, de Fred Cohen, etc. Nous, on la redécouvre. Et ça revient sur le devant de la scène parce que beaucoup, 88 sur 10, ont fait l'objet d'une tentative d'attaque cyber de nature crypto. Ça, c'est le dernier rapport de l'ANSSI. Alors, est-ce qu'on peut assurer le cyber-risque? Est-ce qu'on peut assurer le cyber? Et pourquoi j'en viens en fait sur le cyber-risque? Parce que en droit, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Donc, si jamais je veux assurer quelque chose, c'est sur le terrain du cyber. Si c'est sur le terrain du cyber, on va traiter l'intelligence artificielle comme étant tout simplement de l'informatique. Et que le virus, il intègre lui-même de l'intelligence artificielle, que la société en fasse ou n'en fasse pas, ce sera toujours la même chose. Ce sera une assurance cyber.
Si vous voulez, vous avez 3 sortes d'assurance pour un professionnel. Son assurance responsabilité civile, pro, son assurance s'il est mandataire social, ce qu'on appelle la RCMS, et son assurance cyber. À côté de ça, vous avez en personnel ou en pro aussi, le multirisque, etc., etc. Le multirisque ne couvre pas le cyber. La RC professionnelle, je sais qu'il y a des avocats dans la salle, ne couvre pas non plus le cyber. Demain, et ça c'est d'expérience que je parle, vous prenez sur un compte CARPA une attaque d'homme du milieu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement vous envoyez un mail à une personne et entre les deux, quelqu'un attrape votre mail, remplace le RIB et met son RIB. Ça, ce n'est pas couvert par la RC. Donc il faut autre chose à côté. Ça m'est arrivé, ça. C'est gênant. Ça, c'est arrivé au CARPA une 30aine de fois dans l'année. Il y a des barreaux qui se sont fait hacker, dont les hackers au début ont vu, il y a un saut au ministère de la Justice, on va menacer le ministère. Le ministère a dit, au lieu de dire, on va rien vous donner, le ministère a répondu, c'est pas à nous, c'est les données d'un cabinet d'avocats. Ils ont dit, d'accord, merci. Ils sont allés voir le cabinet en question, c'est le barreau qui gère dans ces cas-là. Ça a un coût énorme. S'il faut que je fasse une déclaration de violation de données à la CNIL, je dis si parce que le barreau m'a dit non, il n'y a pas besoin. J'ai rien dit. 10 millions de documents qui ont fuité. Cette déclaration de violation de données CNIL, il faut l'indemniser, ça a un coût. La gestion de crise, ça a un coût. S'il y a besoin de reconstruire les données, ça a un coût énorme. Imaginez une société qui vende de l'identification, de la reconnaissance faciale, d'images, de choses comme ça. Si elle n'a plus ces données, elle n'a plus aucune valeur. Alors on essaye des fois d'entourlouper l'assureur en lui disant c'est une perte de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on déplace le risque. Parce que ça, on peut le faire jouer sur l'assurance de l'entreprise. Mais ça ne marche plus, ça ne passe plus. Pourquoi ça ne passe plus ? Parce que l'assurance cyber, elle a commencé à la fin des années 90 aux États-Unis. Puis, il y a eu l'assurance de responsabilité des mandataires sociaux, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprise. Nous, on ne l'avait pas en France. Il y a eu après une affaire, Vivendi, etc., etc. On commence à s'intéresser, suite à cette affaire, à la RCMS, à la responsabilité des mandataires sociaux. Et on crée l'assurance RCMS avec des primes d'assurance. Une prime d'assurance, on la calcule comment ? Combien on va nous donner, combien on va rendre. On regarde à la fin de l'année combien il y a de sinistralité. En cyber, on est à 240%. Donc la cyber, c'est un gouffre financier. Là où l'automobile est déjà un gouffre, mais il y a 6% de rentabilité, la cyber, c'est un gouffre. Mais en 2015, ils se sont dit, quand on a créé la RCMS, il n'y a pas eu de sinistre. Mais on a fait chuter les primes. Alors en cyber, on va faire pareil. Et qui se fait hacker ? Donc ils ont fait ça. Et là, j'ai des contrats cyber de 2018-2019, c'est une époque bénie. 1 100 € par an, tous les postes couverts à hauteur de 4 millions. C'est un cabinet d'avocats, genre d'endroit qu'on ne veut pas assurer normalement. Donc ils ont fait ça en 2015. Et en 2020, le marché explose. Le marché se restreint, tous les assureurs s'en vont. Et le marché se tend parce que les RSSI, donc les responsables des sécurités, de la sécurité informatique, les responsables de traitement, donc non chefs d'entreprise, mais responsables du traitement parce qu'ils ont une délégation de pouvoir, tous ces gens-là qui sont issus de l'ingénierie, etc., ne s'entendent pas avec les directions juridiques. Donc non seulement le marché se restreint, mais en plus de ça, il se tend. Parce que les deux champs ne se comprennent pas. 2019-2020, catastrophe. Le cyber a un coût énorme, les boîtes se font attaquer et là, tout le monde s'en va. Aujourd'hui, les assureurs ont lâché par exemple les barreaux. Il y avait AXA et MMA qui couvraient les barreaux. Enfin, MMA est resté, ils ont dit on multiplie par 6, on divise par 4 les garanties. C'est les seuls à être restés. C'est des businessmen. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de ce problème de sinistralité. La seule solution aujourd'hui, moi, que je vois, ce serait la prévention.
La prévention, ce serait la formation. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des problèmes à ce niveau-là, et c'est vrai qu'en y regardant, il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas assez formés. Ici, ça peut vous sembler dingue, mais moi, j'ai assisté il y a 6 mois à une formation cyber où on m'expliquait la sécurité des normes PDF. Donc vous voyez qu'on a un gouffre dans certains domaines. Donc la seule solution serait la prévention, la formation, et puis bien évidemment, un RGPD tenu, des fichiers de traitement dont on connaît la façon dont on traite les données, dont on les récolte, dont on les sécurise. Ça, c'est déjà un pied dans la sécurité, dans la prévention. Quand je regarde aussi, et je vous dis, c'était un contrat absolument formidable en 2019, il y a aussi un problème, et je reprends la formulation de Mathieu Martin, on nous dit on couvre sauf. Et là, moi, j'ai qu'une page, mais c'est écrit en petit. Si vous êtes un financier, une compagnie aérienne, un gouvernement, une agence de notation, un réseau social, on ne couvre pas en cyber les réseaux sociaux. Si vous faites du diagnostic immobilier, on ne couvre pas. Si vous avez plus de 25% de votre CA qui est fait en ligne, on ne couvre pas. Donc tous les cabinets d'avocats, par exemple, avec des cabinets virtuels où on aurait la consultation, l'entretien avec le client en ligne, un Calendly qui serait automatiquement connecté, toutes ces choses-là, on peut dépasser les 25%. Bon, sauf si en fait le cabinet a son CA qui est fait sur un honoraire de résultat, etc. Mais c'est autre chose. Je ne dois avoir 0 filiale aux USA ou au Canada, ni réaliser de chiffre d'affaires aux USA ou au Canada. Ou alors je dois monter une société à côté, une société Macron, ou je ne sais pas ce que je veux, mais sur le cabinet, et si je monte une société Macron, on en parlait hier, je ne bénéficie pas des protections que la profession d'avocat offre, donc c'est très risqué aussi. Donc ça, c'était pourtant un bon contrat à l'époque. Et dernière ligne magnifique, ne pas avoir connaissance d'événements ou de circonstances pouvant donner lieu à la mise en jeu de la garantie. Waouh! Et j'ajoute, mais pas pour rebondir, mais nous on a été confrontés à cette difficulté, on n'a pas été hacké, mais lorsqu'on s'est posé la problématique de l'assurabilité du cabinet, on nous a expliqué que pour déclencher la garantie, il fallait écrire à tous nos clients pour expliquer que nous aurions été hackés dans le futur, ce qui pose un préjudice réputationnel quand même important, et le préjudice réputationnel lié à la dénonce du fait générateur de l'assurabilité est souvent plus important que la somme que l'on pourrait récupérer après. Pour moi, c'est un des sujets qui est quand même... Dans ces cas-là, il est peu indemnisable, et ça aussi on en parlait hier soir, c'est le préjudice, par exemple, moral de la personne morale qui a été reconnu pour la première fois en 2012, dans lequel on met le préjudice réputationnel. Problème, en juin dernier, une société spécialisée dans la sécurité des données s'est fait voler ses données. Donc, ça fait rire, mais c'est tout à fait possible. Donc, dans le préjudice moral, ils invoquaient un préjudice d'affection. Déjà, le préjudice moral, ça posait un problème pour une personne morale parce que sa finalité est d'ordre patrimonial, le préjudice moral est d'ordre extra-patrimonial. Donc il y en a beaucoup que ça, en doctrine, on a eu beaucoup d'écritures en 2012 quand la chambre commerciale de la Cour de casse reconnaît le préjudice moral de la personne morale, mais dans ces cas-là, on a un problème aussi sur le préjudice d'affection, etc., qui n'est pas reconnu. Autre problème, la responsabilité du fait de l'attaque. Et là, je ne serai pas long, mais vous le savez, le responsable du traitement est responsable de la sécurité de son système. C'est un peu le paradoxe parfois du RGPD, on sanctionne celui qui a un défaut de sécurité. L'assurance cyber exclut tout dommage causé par vous, tout dommage immatériel qui serait la conséquence d'un dommage matériel. Demain, j'exécute un virus dans un hôpital, je coupe les respirateurs, il y a des décès. Les décès sont un dommage immatériel lié à un dysfonctionnement matériel. Ce n'est pas indemnisable. On a aujourd'hui sur l'aspect cyber, alors les discussions ont repris en novembre, les grosses sociétés du CAC 40 disent, bon bah si les assureurs n'y vont pas, alors s'ils n'y vont pas aussi c'est parce que les assureurs ont besoin de s'assurer eux-mêmes. Donc on ne parle pas de méta-assureurs, on parle de réassureurs et les réassureurs n'y vont pas. Tant que les réassureurs n'iront pas, les assureurs n'iront pas non plus. Il y a des freins aujourd'hui dont on nous parle, notamment l'absence de normes en matière juridique qui freinent. Je voulais terminer sur un point, sur l'assurabilité des rançons.
Ça a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats dans le cadre de la LOCMI. La question est de savoir, est-ce qu'on peut assurer le paiement d'une rançon? Et est-ce qu'il faut payer une rançon? Alors on a un article dans le code pénal 421.2 qui nous dit « Ne payez pas les rançons, grosso modo, vous financeriez du terrorisme ». Nous, bien évidemment, quand on fait de la consulte, on dit... Enfin, quand on fait des colloques, on dit qu'on ne paye pas les rançons. Quand on fait de la consulte, on a des comptes en Bitcoin qui servent qu'à ça. Quand la société, elle perd 50 000 euros par jour, évidemment qu'il y a un paiement de 5 000 et il y a donc de rançon. Et de toute façon, il y a généralement un défaut d'élément intentionnel puisque l'infraction, c'est en sachant à quoi va être utilisé l'argent. Aujourd'hui, il a été accepté par la commission mixte paritaire après de nombreux débats de payer les rançons et que l'assurance puisse jouer à condition qu'on déclare l'infraction, donc la cyberinfraction, dans les 72 heures qui suivent la connaissance de cette cyber. À l'origine du texte de loi, c'était à commencer du jour de l'infection, c'est-à-dire en virologie de la décharge virale, ce qui était impossible. Et des virus, on en prend compte 1 an après, 5 ans après. Le texte a été adopté jeudi dernier, le 1er décembre, par la commission mixte paritaire. Il revient le 14 décembre devant le Sénat. On verra comment ça se passe. Et dernière chose, les véhicules autonomes, on en a beaucoup parlé. Moi, ça me fait beaucoup moins peur, les véhicules autonomes, parce que c'est un peu loin pour moi. Il y a des choses qui me font un peu plus peur. Les véhicules électriques. Aujourd'hui, un véhicule à moteur de combustion interne, quand il sort d'une chaîne de production, il a 100 millions de lignes de code. Certains avions en ont 75. Donc on voit et 150 EQ, calculateur à l'intérieur. Véhicules électriques, on passe à 300 millions. Et les véhicules électriques, c'est déjà en cours, quasiment. On a vu beaucoup de faits, beaucoup de fausses infos sur les Tesla, etc. Il y a eu 2-3 quand même vrais hacks sur les véhicules électriques qui vont être extrêmement compliqués à gérer d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique, puisqu'on a une intervention humaine sur le véhicule, mais on a une bardée d'électronique à l'intérieur. Ceux qui ont des véhicules récents savent à quel point il peut être immobilisé longtemps, parce qu'en fait le siège n'a pas souvent la solution aux dysfonctionnements qui ont lieu. Donc c'est plus, moi, c'est les textes sur ces véhicules-là que j'attends, même si j'attends ceux sur les véhicules autonomes. Donc voilà, je voulais vous faire un peu un panorama de ce qu'on peut assurer, de ce qu'il est difficile d'assurer, du problème aujourd'hui, de la carence qu'il y a en matière d'assurance cyber dans le domaine de l'IA, mais dans le domaine cyber en général. Et puis les choses devraient se décanter normalement en début d'année prochaine avec des nouvelles négociations là-dessus. Merci beaucoup.